Bonjour aux membres du Cercle québécois des affaires internationales et à celles et ceux qui vont nous voir. Je m'appelle Nicolas Contessi et je suis le président du Cercle québécois des affaires internationales. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de vous présenter notre invité que vous avez peut-être déjà pu reconnaître dans son carré juste à côté. Et il s'agit effectivement de Jocelyn Coulon. En fait, Jocelyn Coulon nous avait déjà rendu visite en 2019, si je ne me trompe pas, lors d'une belle conférence qu'on avait tenue à l'ENAP à Québec. Alors, Jocelyn Coulon est chercheur au Centre d'études et de recherche internationales de l'Université de Montréal, connu également comme CERIUM. Il a été membre du groupe des conseillers sur les affaires internationales de Justin Trudeau entre 2014 et 2015, et puis conseiller politique du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, entre 2016 et 2017. Monsieur Coulon est diplômé de l'Université de Montréal en sciences politiques et il a été également journaliste au quotidien Les Devoirs et il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Le Canada à la recherche d'une identité internationale, qui est son dernier livre paru l'été passé, donc l'été qu'on se laisse derrière, aux éditions PUM. Alors, c'est en fait surtout à propos de ça, de cet ouvrage, de ces propos, que M. Coulon nous entretiendra aujourd'hui. Est-ce que j'ai tout bien dit pour ce qui est de votre présentation? C'est excellent. Parfait. Alors, je vous laisse la parole. Très bien. Alors, merci encore une fois au Cercle de m'avoir invité et à M. Nicolas Contessi d'avoir organisé cette rencontre. On ne pourra pas échanger, mais M. Contessi va poser des questions et tout ça devrait pouvoir donner un bon résumé de la thèse que je défends dans le Canada à la recherche d'une identité internationale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre d'abord? Il s'agit d'un recueil de textes qui ont été écrits entre 2004 et 2020. Certains des textes dans ce livre sont inédits, les autres ont paru dans diverses publications, imprimées ou en ligne, comme La Presse, Options politiques, le journal Le Monde, Jeune Afrique, Argument et bien d'autres publications. Le livre porte sur les orientations de politique étrangère des gouvernements de Paul Martin, Stephen Harper et Justin Trudeau, d'où la plage spatiale 2004 et 2020. J'expliquerai pourquoi j'ai commencé en 2004. À première vue, il pourrait n'y avoir, pardonnez-moi, aucun rapprochement à faire entre les gouvernements libéraux de Martin et de Trudeau et le gouvernement très conservateur de Stephen Harper. Et pourtant, il existe une trame commune entre eux. J'affirme qu'en une quinzaine d'années, donc 2004 à 2020, ils se sont détachés du consensus traditionnel sur les grands axes de la politique étrangère auquel adhéraient, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 2000, les libéraux et les progressistes conservateurs, pour adopter une orientation centrée sur la construction d'une forteresse nord-américaine, ce que les spécialistes appellent le continentalisme. Dès lors, et c'est la thèse que je défends dans ce livre, ils se sont trouvés à abandonner l'identité internationale forte que s'était forgée le Canada pendant plusieurs décennies, sans pour autant réussir
à en façonner une nouvelle susceptible d'établir un consensus parmi les Canadiens et d'intéresser le monde. Ceci explique, je crois, le déclassement progressif du Canada sur la scène internationale et son échec à se faire élire au Conseil de sécurité en 2010 puis en 2020. Je rappelle, pour information, que nous sommes le seul pays du G7 susceptible d'être élu au Conseil, c'est-à-dire l'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Canada, à avoir perdu 2 fois plutôt qu'une. Ça ne s'était donc jamais vu chez les autres pays qui peuvent se faire élire au Conseil. Avant de parler du contenu du livre, je vais préciser ce que j'entends par l'identité internationale forte du Canada. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Canada sort du conflit victorieux et s'installe parmi les puissances qui comptent. Membre fondateur de l'ONU, de l'OTAN et de bien d'autres organisations, le pays participe à la construction du système international comme nous le connaissons. Il s'illustre grâce à une diplomatie activiste et des diplomates de premier ordre. De 1945 jusqu'au début des années 2000, la politique étrangère canadienne, qualifiée par certains analystes de diplomatie de l'espoir, est alors tournée vers la création et le renforcement d'institutions internationales productrices de règles et de normes en mesure de baliser les relations internationales, ce qu'on a appelé l'internationalisme libéral. Je ferai donc référence à ce concept au cours de ma présentation. Les premières décennies de l'après-guerre ont vu le Canada se construire une identité propre et bien distincte de celle des États-Unis. Il a été perçu, à tort ou à raison, comme un médiateur, un pont entre le Nord et le Sud, un acteur du désarmement, un promoteur de la paix, un participant actif et loyal au système multilatéral, un État choisissant les conflits dans lesquels il s'engage, en Corée, mais pas au Vietnam. C'est donc dire que le Canada affirme sa place dans le monde à travers des idées et des propositions qui sont débattues et souvent adoptées par la communauté internationale. En voici quelques exemples que vous connaissez bien. Lors de la crise de Suez de 1956, opposant l'Égypte à Israël, la France et le Royaume-Uni, le ministre canadien des Affaires étrangères, Lester B. Pearson, a fait adopter par l'ONU le déploiement d'une force d'interposition, créant du même coup les fameux casques bleus. Un an plus tard, Pearson a reçu le prix Nobel de la paix pour son initiative. Plus près de nous, Pierre Elliott Trudeau a reconnu la Chine populaire bien avant les États-Unis et s'est rapproché des pays du Sud. Brian Mulroney, dans les années 80, a mené la bataille contre l'apartheid en Afrique du Sud en dépit des tensions suscitées par cet engagement avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Il a été un des artisans de la création de la francophonie, en plus d'adhérer à l'Organisation des États américains. Et que dire aussi de la signature du premier traité de libre-échange avec les États-Unis. Dans les années 90, sous Jean Chrétien, le Canada s'est fait le champion d'un nouveau concept, la sécurité humaine, qui a élargi la notion de sécurité afin de prendre en compte celle des individus. Cette initiative ne venait pas seulement enrichir le corpus théorique en relations internationales, mais a trouvé une application concrète avec la signature en 1997 de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles et la création en 1998 de la Cour pénale internationale.
En parallèle, le ministre des Finances d'alors, Paul Martin, a eu l'idée de la création du G20 économique qui, plus tard, est devenu un G20 politique. Il avait la conscience que le G7 n'était plus l'instrument unique d'une gouvernance mondiale, mais qu'il fallait l'élargir aux nouvelles puissances qui émergeaient sur la scène internationale. La sécurité des individus était aussi au cœur de la responsabilité de protéger, un concept développé par une commission internationale financée par le Canada et qui sera adopté par l'ONU en 2005. Cet activisme sur la scène internationale a renforcé la réputation du Canada comme champion du soft power et lui a permis d'être facilement élu au Conseil de sécurité tous les 10 ans et de siéger 6 fois entre 1948 et 2000. Tous ces marqueurs se sont inscrits dans notre conscience et dans celle du monde et composent donc cette identité internationale forte. Les choses changent en 2004 et c'est là que commence mon livre. Au cours des dernières années, aux 15 dernières années, j'ai publié un certain nombre de textes sur la politique étrangère canadienne. J'en ai retenu 45 qui forment le contenu de ce livre. Certains textes sont des chroniques écrites à chaud et qui sont autant de photographies d'une situation à un moment donné. D'autres sont des textes longs, plus recherchés. Ils documentent les hauts et les bas de la diplomatie des premiers ministres Martin Harper et Trudeau. Ils documentent aussi la perte d'influence du Canada dans le monde et le repli sur l'Amérique du Nord effectué par ces 3 gouvernements. Pourquoi commencer en 2004? Parce que c'est l'année d'une rupture. Un des premiers textes qui amorce cet ouvrage offre une piste de réponse. Il porte sur les idées de politique étrangère de l'école de Calgary, dont plusieurs vont être adoptées par le Parti conservateur. Ce texte a été publié quelques jours avant l'élection de juin 2004, où le nouveau chef du nouveau Parti conservateur, lui-même issu de la fusion de l'Alliance canadienne et du Parti progressiste conservateur, donc Stephen Harper, tentait de ravir le pouvoir au premier ministre libéral Paul Martin. L'enjeu était de taille. Pour la première fois depuis l'émergence du Canada sur la scène internationale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les électeurs faisaient face à un leader conservateur en rupture avec le consensus traditionnel libéral progressiste conservateur sur les grandes orientations de la politique étrangère. Harper va prendre le pouvoir en 2006 pour une dizaine d'années. Stephen Harper et les penseurs de l'école de Calgary ne jurent que par les États-Unis. Cela colore nécessairement leur orientation de politique étrangère. Dès lors, et je schématise à peine, l'Europe est un partenaire de moins en moins important, l'Afrique est une cause perdue, le monde arabo-musulman est une zone de turbulence à traiter militairement, le maintien de la paix est une distraction qui affaiblit les forces canadiennes. La justice internationale est une aberration dont les conséquences sont de limiter la souveraineté des États à agir comme ils l'entendent contre leurs ennemis. Dans cet univers intellectuel, le multilatéralisme est une option et non une nécessité pour le Canada. Enfin, sur le plan idéologique, l'école de Calgary élabore un cadre de la politique étrangère qui doit être conçu en fonction d'une lecture morale des relations internationales. Une idée fixe a dominé la pensée de Harper pendant la décennie qu'il a passée aux commandes. Faire du Canada un État guerrier.
Il le dit dans une entrevue au magazine Maclean's. Sa thèse était simple. L'usage de la force a été un élément déterminant dans la construction de l'identité canadienne. Ce trait spécifique avait été, selon lui, relégué au second plan par les élites progressistes conservatrices et libérales, au bénéfice d'une vision idyllique qui laissait croire aux Canadiens qu'ils constituaient une nation de bâtisseurs de paix, de casques bleus. Harper était donc déterminé à rétablir cet aspect de notre histoire à travers la célébration de la guerre de 1812 entre les États-Unis et la colonie canadienne de l'Empire britannique, un conflit pratiquement inconnu des Canadiens, et par l'organisation d'une grande parade pour les militaires au retour de l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011, où un général canadien avait dirigé les opérations. La croisade de Harper n'a pas convaincu les Canadiens. Tous les sondages l'indiquaient. Il rejetait la militarisation de la politique étrangère et restait très attaché aux valeurs de l'internationalisme libéral véhiculé par les gouvernements canadiens depuis 1945. En 2015, Justin Trudeau a été élu sur la promesse d'un retour à ces valeurs renouant avec la grande tradition diplomatique, tout en s'adaptant aux temps nouveaux. Il était envisagé par le gouvernement libéral, et là je fais une parenthèse, puisque comme l'a indiqué Nicolas, j'étais moi-même, entre 2014 et 2015, un des conseillers de politique étrangère de Justin Trudeau, alors chef du Parti libéral, qui se préparait à devenir premier ministre. Nous avons élaboré un cadre de politique étrangère qui a aussi servi à rédiger la plateforme du Parti libéral. Et dans ce cadre, qu'est-ce qu'il y avait? Il s'agissait de s'engager sérieusement dans les opérations de paix, d'augmenter l'aide au développement, de renouer le dialogue avec la Russie, de remettre à plat les relations avec la Chine, de trouver un équilibre dans la position du Canada sur la question israélo-palestinienne, de retisser les liens avec l'Afrique, de promouvoir une orientation progressiste et féministe de la politique étrangère. Enfin, de renouer avec le multilatéralisme en ayant comme objectif de rejoindre le Conseil de sécurité à titre de membre non permanent. 6 ans plus tard, que reste-t-il de ce programme? J'ai déjà documenté, il y a presque 3 ans maintenant, dans un premier livre intitulé Un selfie avec Justin Trudeau, l'abandon par le premier ministre de plusieurs des éléments que je viens de citer. Il reste, semble-t-il, une orientation féministe de la politique étrangère, mais dont on cherche encore le cadre et les éléments essentiels. Pour le reste, le Canada a connu plusieurs échecs, dont sa deuxième tentative pour accéder au Conseil de sécurité en 2020, et c'est plutôt l'alignement sur les positions conservatrices et aussi cette idée de construire une forteresse nord-américaine. En fait, sous les régimes de Harper et Trudeau, ces allers-retours idéologiques, ces hésitations entre différentes positions, ces tergiversations ont semé la confusion parmi les Canadiens ainsi qu'à l'étranger. Ils ont brouillé l'image et la réputation du pays. On peut donc dire que le Canada a perdu l'identité internationale forte qui l'a caractérisé pendant une cinquantaine d'années, sans pour autant en créer une nouvelle. Ni les conservateurs de Stephen Harper, ni les libéraux de Justin Trudeau n'ont réussi à reconstituer un fond doctrinal aussi puissant que l'internationalisme libéral afin de refonder la politique étrangère canadienne et de redonner un rôle et
et une influence au Canada sur la scène internationale. Alors, à tous ceux et celles qui sont intéressés par le sujet, bonne lecture. Merci. Alors, merci Jocelyn Coulon pour cet aperçu très alléchant, très stimulant de votre ouvrage. Je suis sûr et certain que les lecteurs vont vouloir s'emparer de votre livre. Moi, pour l'instant, j'aurais juste quelques questions que j'aimerais peut-être approfondir avec vous. Donc, pour commencer, là, en fait, vous semblez, c'est sûr que vous remarquez un changement au cours des années dans la politique étrangère canadienne. Et bien sûr, à partir aussi de l'identité historiquement bâtie que le Canada s'était donnée. Alors, ce que j'aimerais vous demander, c'est si je veux dire, ce que vous voudriez serait un peu un retour au passé, donc une diplomatie, une politique étrangère idéale du Canada que vous envisageriez serait, disons, un retour au passé ou quelque chose de différent. Et voilà. Alors, revenons sur cette notion de retour au passé. Donc, entre 1945 et le début des années 2000, le Canada construit son identité au jour le jour en étant très actif sur la scène internationale et en décodant quels sont les grands courants présents et futurs qui vont façonner la politique étrangère mondiale. Je l'ai dit, Lester B. Pearson crée une force d'interposition qui va se révéler un succès mondial. Puis-je rappeler qu'aujourd'hui, il y a 100 000 casques bleus dans le monde, et ça, sous le drapeau de l'ONU, on ne parle pas des autres organisations internationales qui ont adopté ce concept. Pierre Elliott Trudeau reconnaît la Chine populaire bien avant les États-Unis et son geste va aussi entraîner celui d'une quinzaine de pays européens qui vont suivre ce que Trudeau a lancé. Donc là encore, une évaluation à moyen et à long terme de l'importance de la Chine sur la scène internationale. Jean Chrétien, et en particulier Lloyd Axworthy, son ministre des Affaires étrangères, saisissent bien dans les années 90, donc au moment de la chute de l'Empire soviétique et de la fin de la rivalité Est-Ouest, quels sont les grands courants de la sécurité internationale. Ils ne sont plus nécessairement entre les États, mais il faut prendre en considération la sécurité des individus, la sécurité humaine. Donc, on veut les protéger contre des menaces traditionnelles, mais regardez aujourd'hui tout l'intérêt que nous portons aux changements climatiques qui sont aujourd'hui considérés par l'ONU et le Conseil de sécurité comme une menace à la paix et à la sécurité. Donc, encore là, prévoir ce qui va arriver à moyen et à long terme. Donc, revenir au passé, c'est revenir à une prédiction, à une analyse de ce qui risque de se passer et de proposer des idées pour affronter ces nouvelles menaces ou ces nouveaux courants. Donc, moi, ce que je suggère à la diplomatie canadienne, c'est de redevenir dynamique. C'est de poser un geste et une réflexion sur ce qui s'en vient, ce qui risque de façonner notre univers diplomatique, d'anticiper
finalement, les grands courants de paix et de sécurité mondiale et de proposer des solutions. Et c'est comme si depuis une quinzaine d'années, nous avions perdu ce sens de l'anticipation, parfois même du risque, le risque de choquer nos alliés, d'aller à l'encontre de leurs intérêts. Je vous ferai remarquer que la bataille autour, par exemple, de l'interdiction des mines antipersonnelles ou de la création de la Cour pénale internationale n'a pas été facile sous le régime de Jean Chrétien et de Lloyd Axworthy, parce qu'ils faisaient face à de l'obstruction de la part des États-Unis ou de d'autres grandes puissances. Mais ils sont allés de l'avant, parce qu'il y avait une notion ici de courage, bien entendu, et aussi de mobilisation de la communauté internationale. Donc, oui, un retour au passé, si vous voulez, mais un passé d'une actualité brûlante, finalement. D'accord, merci. Une deuxième question porterait, en fait, c'est une question qui m'est survenue à l'esprit en vous écoutant. Alors, ça concerne un peu votre périodisation. Donc, le début, disons, du glissement que vous identifiez là, Oui. en 2004 avec Harper et puis par la suite. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être remonter même plus en avant? Donc, il me semble quand même qu'un courant continentaliste, pour ainsi dire, a été présent quand même dans la politique étrangère canadienne, peut-être depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on a eu la formation du Conseil permanent de défense, puis le NORAD, puis aussi, évidemment, l'ALENA, Oui. aux Non, années 90, 80, etc. Alors, oui, vous avez parfaitement raison. alors, disons, qu'est-ce qui est arrivé en 2004 de spécial, si on peut dire, à part évidemment l'élection de M. Harper, mais c'est quelque chose qui est quand même qui a marqué pas juste son époque apparemment, mais qui continue d'être d'actualité. Alors, vous avez raison de soulever cet aspect-là. En fait, la continentalisation nord-américaine intervient bien avant 1945. Parce qu'on peut dire déjà dans les années 30 et 40 que les États-Unis deviennent le premier partenaire commercial du Canada. La Grande-Bretagne ou l'Empire britannique vont être déclassés assez rapidement et bien sûr, la Seconde Guerre mondiale va accélérer ce déclassement. Aussi, il ne faut pas oublier qu'à la fin des années 30, les liens militaires entre le Canada et les États-Unis commencent à se multiplier. En fait, c'est la deuxième intégration. Il y a l'intégration économique et il y a l'intégration militaire. On n'en parle pas tellement souvent dans les médias, mais celle-ci nous lie aux stratégies militaires américaines. Ce qui est différent entre, disons, la période 1945-2004 et après 2004, c'est que pendant la grande période de la diplomatie canadienne, nous avions compris que nous étions entraînés vers la continentalisation, mais nous faisions tout pour nous distinguer des États-Unis et pour montrer au monde que nous n'étions pas simplement le 51e État américain, mais que le Canada existait sur la scène internationale. D'où toutes ces initiatives de nos politiciens, de Pearson en passant par Diefenbaker, Trudeau, Mulroney, Chrétien, même Paul Martin, pour offrir un complément
à notre politique étrangère, qui n'était pas uniquement la relation avec les États-Unis. Parce que c'est vrai qu'on pourrait résumer aujourd'hui, depuis toujours même, notre politique étrangère en la relation avec les États-Unis, point à la ligne, le reste ne compte pas. Et si on voulait être cynique, ben, on dirait on n'a pas vraiment besoin d'agir sur la scène internationale, puisque nous avons une relation à 75 de notre commerce avec les États-Unis, 95 de nos relations militaires, et puis pourquoi s'occuper de l'Afrique, du Moyen-Orient ou de l'Europe? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et il y a des gens au Canada aujourd'hui pour dire pourquoi dépensons-nous des ressources sur ce qui est accessoire? Ben, ce pays, il a été fondé en 1867 pour se distinguer du Canada, des États-Unis. Nous avions peur à l'annexion, surtout après la fin de la guerre civile, parce qu'il y avait des forces aux États-Unis qui auraient voulu voir le Canada annexé aux États-Unis. Donc, nous avons construit notre identité interne, mais aussi notre identité externe par rapport à notre relation avec les États-Unis. Et pour offrir quelque chose, il fallait être dynamique, audacieux, risqué sur la scène internationale. Je trouve qu'après, en 2004, on perd cet aspect, comment dirais-je, de diversification de notre politique étrangère et nous nous concentrons sur l'Amérique du Nord. Alors, il y a des raisons à ça. La première de ces raisons, ben, c'est ce qu'on explique depuis 70 ans, l'attraction énorme du marché américain, et c'est une relation très confortable, puisque nous sommes des amis, finalement, quoique Donald Trump vient un peu nous rappeler que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et donc, ça aussi, il faut y penser. Donc, il y a l'attraction depuis 70-80 ans, mais il y a aussi le 11 septembre 2001, qui là nous force à réfléchir à la sécurité nord-américaine et nous entraîne encore plus dans l'orbite américaine. Et les gouvernements, particulièrement ceux de Stephen Harper et de Justin Trudeau, à mon avis, n'ont pas assez travaillé cette idée que nous devons être présents sur la scène internationale pour se distinguer des États-Unis. Et d'ailleurs, les Canadiens le veulent. Tous les sondages pendant toute la période de Stephen Harper ont démontré que nous étions très attachés à l'internationalisme libéral. D'accord. Et alors, une autre question là, en fait, vous semblez mettre le doigt surtout sur vous parliez en fait de raisons de ce glissement, ce qu'on peut dire un glissement là. Oui. Mais alors là, en fait, pour expliquer ces raisons, en fait, vous semblez mettre les doigts surtout sur l'aspect des leaders, là, des décideurs politiques. Vous avez parlé aussi le 11 septembre. Donc, c'est un événement, disons, systémique. Alors aujourd'hui, mais effectivement, ça continue. En fait, le glissement, disons, le Canada n'a pas fait un retour encore après ce qu'on aurait pu penser être une parenthèse. En fait, non, le Canada demeure en fait dans cette direction-là. Alors, comment pouvons-nous expliquer cette permanence, cette durabilité, disons, du changement de cap? Il y a peut-être plusieurs facteurs humains, simplement humains, et nécessairement aussi économiques, politiques. Je l'ai expliqué, puis tout le monde le documente, la relation avec les États-Unis, elle est confortable. Le marché américain nous est ouvert et
les gens d'affaires au Canada estiment qu'il est préférable de consolider et d'approfondir cette relation avec les États-Unis et que le reste du monde, commercer avec le reste du monde, c'est un fardeau. Parce qu'évidemment, nous sommes sur un continent entouré de 3 océans et de la superpuissance au sud, et se projeter à l'étranger coûte plus cher que si nous étions en Europe ou en Asie avec une proximité de ces marchés. Et donc, là, ici, il y a comment dirais-je, une permanence dans la géographie de notre positionnement. Et donc, nous construisons notre relation avec les États-Unis à cause de sa présence. Deuxièmement, il y a peut-être aussi un épuisement intellectuel chez nos élites politiques et bureaucratiques à imaginer le monde. Moi, j'ai remarqué pendant mon passage au bureau du ministre des Affaires étrangères que nous étions très dépendants de ce que l'on dit à Washington ou en Europe. Et après ça, on se forme une tête, une opinion sur certains aspects de la politique mondiale. C'est comme si nous avions délaissé la capacité de réfléchir nous-mêmes à ce qui se passe sur la scène internationale et ensuite à prendre nos propres décisions. Je ne suis pas le seul à avoir remarqué ça. Plusieurs analystes de politique étrangère à Toronto, à Ottawa, à Montréal ont remarqué que nous étions à la remorque des informations qui viennent de Washington ou d'ailleurs. Alors, il y a des raisons à ça. On n'a pas de système de renseignement particulier au Canada. On a un appareil diplomatique qui n'est pas aussi grand que celui des États-Unis ou du Royaume-Uni ou de la France. Nous avons essentiellement une politique commerciale. Alors, tous les autres aspects de la politique étrangère ne reçoivent sans doute pas suffisamment de ressources intellectuelles, financières, diplomatiques pour développer notre propre réflexion sur le reste du monde. Et quand on regarde les discours, quand on lit les discours de politique étrangère des ministres des Affaires étrangères ou même du Premier ministre, on ne sent pas qu'il y a d'abord une analyse de la situation internationale et ensuite une réflexion sur comment le Canada s'intègre ou s'installe dans cette vision du monde. Et c'est peut-être pour ça que plusieurs analystes demandent une révision de la politique étrangère canadienne, pour que nous puissions avoir notre propre lecture du monde et offrir nos solutions. Alors évidemment, toute la politique étrangère canadienne a été bâtie sur le multilatéralisme. On veut être toujours non seulement en contact, mais travailler avec nos partenaires. Et ça ne nous empêche pas de penser. Enfin, une autre raison que j'ai remarquée depuis une quinzaine d'années, c'est qu'au plus haut niveau des affaires étrangères, et ça peut aussi se voir dans d'autres ministères, on engage des techniciens, des opérateurs, et non pas des idéateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jusqu'au début des années 2000, la grande tradition de la diplomatie canadienne, c'était d'avoir au plus haut niveau des ministères, donc sous-ministres, sous-ministres adjoints, directeurs, des gens qui avaient une expérience en politique étrangère, une expérience sur le terrain. Si vous deveniez sous-ministre adjoint à l'Afrique, bien, vous aviez été premier secrétaire dans une ambassade en Afrique, puis ensuite ambassadeur. Vous aviez travaillé en Afrique. Même chose pour l'Europe, même chose pour les États-Unis, etc. Donc, les gens qui géraient la diplomatie et donc
en mesure d'influencer le gouvernement en place étaient des gens qui connaissaient leur sujet. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs. Un jour, vous êtes sous-ministre au ministère de l'Agriculture. Un an plus tard, vous êtes aux Affaires étrangères. 2 ans plus tard, vous êtes à Industrie et Commerce. Ça ne compte plus votre expérience internationale. Ce qui compte, c'est votre expérience de gestionnaire. Parce qu'aujourd'hui, on gère les ministères comme on gère des entreprises. Je peux comprendre cette idée. Il ne s'agit pas de dépenser inutilement. Il faut que la fonction publique rende des comptes, bien entendu. Mais si vos sous-ministres ne connaissent rien à la politique étrangère, ben, tout ce qu'ils vous proposent, ce sont des programmes. Alors, on aura un beau programme pour l'Éthiopie. Et puis, on va pouvoir cocher une case comme quoi, en Éthiopie, on atteint nos objectifs de ceci et de cela. Mais est-ce qu'on a pensé notre politique africaine? Et est-ce où l'Éthiopie occupe-t-elle sur l'échiquier de notre politique africaine, etc. Tout ça n'est pas pensé. Et c'est, à mon avis, une réponse à votre question. Merci, Monsieur Coulon. Il y a évidemment aussi si on peut résumer, il y a aussi un aspect de politique bureaucratique à la limite, mais aussi qui est le résultat évidemment de réformes qui se sont faites au cours des années. De l'autre côté, pourtant, à niveau politique, en dessus du niveau bureaucratique, il ne semble pas y avoir une véritable volonté politique depuis quelques années de donner une direction, disons, à la machine. Alors, est-ce que là aussi, il y a un manque d'inspiration, peut-être? Oui. Alors, c'est une question très intéressante et je pense qu'elle concerne aussi les titulaires du poste de ministre des Affaires étrangères. Le dernier grand ministre des Affaires étrangères du Canada, c'est Lloyd Axworthy, de 1996 à 2000. Depuis 2000, c'est-à-dire depuis 20 ans, je crois que le Canada a eu 12 ou 14 ministres des Affaires étrangères. En même temps, nous n'avons eu que 6 ou 7 ministres des Finances. Donc, nous prenons très au sérieux les finances, et visiblement, les affaires étrangères, c'est un peu n'importe qui se retrouve là. Si on comparait avec les États-Unis, avec la France ou l'Allemagne, je crois qu'on verrait qu'il y a une grande stabilité chez les ministres des Affaires étrangères de ces grands pays, ce qui n'est pas le cas au Canada. Et la semaine prochaine, le 26 octobre, il y aura la nomination d'un nouveau gouvernement. Et si M. Marc Garneau n'est pas renouvelé aux Affaires étrangères, cela fera donc le 5e ministre des Affaires étrangères en 6 ans. Même Donald Trump n'a pas usé autant de monde en 4 ans. Il y a eu 2 secrétaires d'État. Donc, il faut se poser la question à savoir, est-ce que ce ministère est encore important pour les premiers ministres en place et les élites? Je reviens à cette idée de nos élites ignorantes des affaires internationales, pas intéressées, tournées vers les États-Unis, dont le reste du monde ne compte pas. Et j'ai un autre exemple en tête, je pense que c'est l'année dernière, a été nommée une ambassadrice du Canada en Russie qui ne parlait pas le russe. Elle a commencé à l'apprendre sur le terrain. Est-ce qu'on imagine envoyer un unilingue francophone à Washington? Ce serait ridicule, bien entendu. Alors, évidemment, tous les ambassadeurs nommés dans tous les pays ne peuvent pas parler la langue du pays. Mais enfin, la Russie, ça fait partie des 10 grands pays où, à tout le moins, l'ambassadeur canadien devrait maîtriser la langue de ce pays.
Donc, il y aurait une étude à faire ici, sociologique, intellectuelle, sur comment c'est délité la fonction publique de politique étrangère. Mais là, je ne pose pas un jugement général sur l'ensemble parce que j'ai passé un an dans cette boîte et je peux vous dire qu'il y a des gens de très grande qualité. Mais M. Harper, lorsqu'il est arrivé en 2006, a imposé une certaine façon de gérer les promotions. Et c'est lui qui a façonné cette idée qu'il était préférable d'avoir des opérateurs que des idéateurs, parce que les gens qui ont des idées, c'est dangereux. Alors, il pourrait nous empêcher d'avoir notre propre politique étrangère, du moins celle de Stephen Harper, qu'on doit résumer, comme je l'ai dit, à le Canada est aguerri. Voilà. Oui, très bien. Alors, si je peux me permettre de vous poser une petite question peut-être proche de votre cœur, étant donné qu'elle se réfère un peu à la période que vous avez passée au ministère. Peut-être un peu délicate, mais est-ce que donc la brouille entre M. Dion et le Premier ministre, dont on a parlé quand même dans les médias à l'époque, est-ce que elle avait affaire avec une divergence, disons, à niveau d'agenda, à niveau de, de vision de la politique étrangère? Je ne pense pas qu'il y avait de divergence sur la vision, mais euh, Stéphane Dion était un ministre activiste. Il faut remonter à sa carrière de ministre sous Jean Chrétien pour le comprendre. Lorsque Jean Chrétien le nomme ministre des Affaires intergouvernementales, puis ensuite Paul Martin le nomme ministre de l'Environnement, ils savent très bien qu'ils ne nomment pas quelqu'un qui va s'asseoir dans son bureau et qui va attendre que le premier ministre l'appelle pour faire quelque chose. Ils nomment un homme qui prend des engagements, des risques, qui est actif. Évidemment, il se situe dans le cadre de la politique gouvernementale, mais on lui laisse le champ libre pour mener à bien le mandat qu'il a reçu du premier ministre. Donc, lorsque Justin Trudeau nomme Stéphane Dion, il nomme pas n'importe qui. Donc, il sait très bien que Stéphane Dion va prendre des initiatives. Et c'est ce qu'il a fait pendant les 14 mois. Je rappelle ici, et moi j'ai été son rédacteur de discours, il a prononcé 26 discours en 14 mois sur différents aspects de la politique étrangère canadienne. Donc, ce n'était pas un gars qui voulait rester assis dans son bureau et attendre que le temps passe. Alors, si le premier ministre croyait qu'il allait le planquer dans un coin, il s'est trompé. Ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est peut-être l'animosité qui existait entre les deux hommes et que Justin Trudeau décrit dans son livre Common Sense, publié en 2014. Il y a eu une bataille autour de la candidature de Trudeau dans Outremont pour l'élection partielle de 2007. Et M. Dion lui avait dit qu'il ne serait pas candidat dans 2007. C'est moi qui étais le candidat à cette époque. Alors, il y a eu des frictions ici. Je crois que la relation n'a jamais été excellente, mais vous savez, on n'est pas obligé d'avoir une excellente relation avec le premier ministre pour avoir dans son cabinet des personnalités fortes. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand même, mais sous Jean Chrétien, il y avait un cabinet de personnalités fortes. Paul Martin, son ministre des Finances, était une personnalité forte qui voulait devenir premier ministre et qui n'hésitait pas à le dire et peut-être de temps en temps à tirer dans le dos à Jean Chrétien. Et puis vous aviez Sheila Copps, puis vous aviez Brian Tobin, puis vous aviez Stéphane Dion et bien d'autres. Et Jean Chrétien, il aimait ça, avoir des ministres forts.
il aimait ça. Autour de la table du Conseil des ministres, il y en avait certains qui s'écharpaient. Parce que c'est comme ça qu'un gouvernement va réussir à sortir des idées, des politiques qui vont être solides. Si tout le monde dit oui, Monsieur le Premier ministre, ben, ça ne fait pas un cabinet très dynamique. Or, Justin Trudeau est le roi du consensus. Il faut que tout le monde s'entende, que ça soit très beau. Et évidemment, Stéphane Dion arrive dans le décor et Stéphane Dion est le genre à avoir lu non seulement tous ses dossiers, mais aussi tous les dossiers des autres ministres. Et ça a été bien documenté par Eddie Goldenberg, qui a été un conseiller de Jean Chrétien, dans ses mémoires, où il disait, lorsque Stéphane Dion arrivait au Conseil des ministres, sous Jean Chrétien, les autres ministres savaient que Dion avait lu leur dossier et risquait de poser des questions. C'est ce qu'il a fait en 2015-2016, avec pas tellement de tact, et sans doute que ça lui a coûté son ministère. Regardez ce qui est arrivé à Mme Raybould Wilson, une autre tête forte dans un cabinet. Alors, c'est comme si M. Trudeau n'aimait pas les gens qui ont du caractère. Voilà. C'est parfait. Alors là, je pense qu'on a le temps pour une toute dernière question. Oui. C'est bon. Alors, disons donc, au-delà du fédéral, y a-t-il plus de vitalité chez les provinces, peut-être, ou comment vous voyez la situation à niveau, disons, provincial, au Québec et ailleurs aussi, en Qu'est-ce termes que vous voulez? de politique internationale, de projection, de... Ben, écoutez, la politique internationale des provinces est assez limitée. Bien Et sûr. donc, la seule qui a une vraie diplomatie, c'est le Québec, pour des raisons historiques et culturelles. Et donc, là, on voit bien que François Legault veut placer ses pions dans certaines régions du monde. De nouvelles délégations ou en tout cas de nouveaux bureaux seront ouverts aux États-Unis, où certains vont passer de bureau à délégation pour leur donner un peu plus de relief et de moyens. Euh, sa ministre des Affaires internationales veut aussi mettre l'accent sur l'Afrique. Et donc, les délégations à Abidjan, à Dakar et à Casablanca ont reçu aussi de nouvelles ressources. Alors, on voit bien que de ce côté-ci, au Québec, il y a une volonté d'affirmer la présence québécoise sur la scène internationale et surtout de développer l'aspect économique, parce que finalement, c'est ce qui est le plus important dans la politique étrangère des provinces, c'est le développement économique, puisqu'ils n'ont aucune autre responsabilité en termes de défense ou de grandes relations internationales. Pour le reste des provinces, je ne m'y connais pas très bien, mais à part l'Ontario, je ne pense pas que les autres aient une grande diplomatie. Non. Très bien. Merci. Alors, merci beaucoup, Jocelyn Coulon, pour cet entretien très stimulant, très intéressant. Je pense que tout le monde aura le goût de courir en librairie, acheter votre dernier ouvrage et évidemment aussi les précédents. Et alors, encore merci et tout le monde, à la prochaine. Merci bien. À la prochaine.